Bonjour, bienvenue, re-bienvenue dans ce magasin avec Digital en présence de Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Théo, bonjour à vous. Toujours un plaisir de vous recevoir, tous. Plaisir partagé de J'espère. revenir. Aujourd'hui, on va discuter de vidéoprojecteurs. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a trois différents derrière nous. Par contre, je ne les connais pas du tout, donc est-ce que c'est des technologies différentes ou c'est des vidéoprojecteurs assez similaires? Il y en a deux qui sont assez similaires, bien sûr qui sont différents dans l'approche de l'image. Et il y a un modèle un petit peu différent qui se trouve être un courte focale, tandis que les deux autres sont des UST, des ultra short throw, donc des ultra courtes focales, D'accord, donc un petit peu différent. ok. Pourquoi acheter un vidéoprojecteur plutôt qu'une télé? Même si je pense que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Ah, tu sais quoi, c'est la question que je pose toujours à mes clients. Pourquoi ils veulent un vidéoprojecteur? Non, l'avantage d'un vidéoprojecteur, c'est qu'on a le côté un petit peu cinéma, c'est un petit peu plus agréable à la maison. On n'a pas la grosse tache noire quand on n'utilise pas le produit. Donc ça, pour beaucoup de personnes, c'est un avantage non négligeable. Mis à part la taille, il n'y a pas un énorme intérêt. Parce qu'en fait, un téléviseur à gamme équivalente est un produit qui sera de meilleure qualité, dans la majorité des cas. Euh, Si on compare vis-à-vis des écrans haut de gamme, un vidéoprojecteur très haut de gamme, il faut presque dépenser, enfin, il faut presque multiplier par 10 la valeur qu'on va investir pour avoir une qualité d'image approchante. La vidéoprojection, par contre, a un côté assez intéressant, c'est vis-à-vis de la qualité d'image, on va avoir un petit peu le côté du grain, un petit peu le côté vraiment cinéma. Donc quand on se met bien chez soi et quand on veut une très grande taille d'image, là, la vidéoprojection a un intérêt non négligeable. Après, il faut pouvoir trouver le produit adapté vis-à-vis de sa pièce, vis-à-vis du recul, vis-à-vis des fonctionnalités que l'on souhaite avoir intégrées à l'intérieur. Parce que beaucoup de vidéoprojecteurs, même si c'est de moins en moins vrai, n'ont pas forcément de système audio intégré, ou alors très mauvaise qualité. Donc c'est un travail un petit peu plus complexe de trouver un bon vidéoprojecteur par rapport à l'achat d'un téléviseur qui va être beaucoup plus simple, qui va être, on va dire, un produit tout en un, Ouais, et qui va être un petit peu moins onéreux pour une qualité qui sera meilleure qu'un vidéoprojecteur. Grosso modo, c'est ce qu'on peut dire. Après, il faut voir vraiment tous les aspects de la pièce pour bien trouver quelque chose d'adapté au produit qu'on recherche. ouais. Donc c'était comme on en revient pour la télévision, où la télévision c'est plus un écran que des enceintes et Oui, c'est pour ça que j'avais acheté derrière les enceintes que je peux réutiliser, par exemple pour un vidéoprojecteur si j'en ai un. pas Ce serait tous, compatible? pas tous. Ah, Alors, oui, ça va l'être parce que ta barre de son a une entrée optique et la majorité des vidéoprojecteurs vont posséder une sortie optique ou une sortie audio quelconque où on pourra rattraper la barre de son. La barre de son, par contre, en général, est plutôt conçue pour fonctionner avec la connectique HDMI ARC ou iARC, qui permet de lier via l'HDMI les protocoles CEC, donc les protocoles de commande. On allume la télé, ça allume la barre de son, on n'a qu'une seule télécommande pour le volume, etc., etc. Les vidéoprojecteurs, les UST, donc les ultra courtes focales, qui se veut commercialement parlant s'appeler laser TV, vont avoir en général cette connectique. Les vidéoprojecteurs courtes focales peuvent l'avoir, pas tous. Les longues focales, non. Ils sont conçus pour plutôt fonctionner avec un ampli home cinéma dédié qui va faire office de matrice HDMI et de relais audio pour les enceintes, qui seront des enceintes dites plutôt passives. On peut bricoler un truc pour une barre de son, par contre, sur un long focal, il n'y a pas de problème. Mais il y a un autre petit souci, c'est que le long focal, on va le mettre au fond de la pièce, ouais. et la barre de son, bah, il faut la mettre devant. Il va falloir mettre du câblage. Il y aura du câblage quoi qu'il advienne, avec Voilà, un long c'est ça. focal. Il y a différentes gammes de prix de vidéoprojecteurs et ils sont plus, enfin, ils sont plus onéreux que les téléviseurs, dirons-nous. Sur les prix d'appel, oui. Il y a il y a des produits vraiment d'entrée de gamme à 200-300 euros. Les téléviseurs vraiment le discount d'entrée de gamme, on peut trouver des produits à 90-100 euros. Donc oui, c'est sûr qu'un vidéoprojecteur sera un peu plus onéreux. Sur des produits, on va dire milieu de gamme, on va passer en effet sur des produits. Au-dessus de 1000 euros? Ah, t'as un sacré milieu de gamme. Non, milieu de gamme, globalement. Je pose la question, les Français veulent savoir. Oh, wow. Les milieux de gamme, on va dire qu'on va prendre la tranche de 500. On peut monter assez allègrement à 2-3 000. Mais
Le 2-3 000, inconsciemment, vu que déjà on passe la barre du millier d'euros, on se dit c'est du haut de gamme. Pas forcément. La vidéoprojection, tout type de vidéoprojecteur confondu, les budgets, ça va de 200 à plus de 100 000. 100 000. Ouais. Alors après, pour du particulier, investir 100 000 euros dans un vidéoprojecteur, ça n'a pas de sens. Faut être millionnaire, quoi. Ouais, ouais, t'es Et un très encore. très grand passionné. C'est pas ça, c'est que techniquement parlant, ça n'a pas de gros intérêt de mettre ça dans une pièce dédiée, même chez soi, parce que les vidéoprojecteurs à 100 000, on va plutôt être sur des vidéoprojecteurs pro, qui vont être pour faire des tailles d'images monstrueuses, pour diffuser en plein jour sur des scènes extérieures, ce genre de choses. Les particuliers, enfin nous en tout cas, au catalogue, les vidéoprojecteurs les plus haut de gamme qu'on va avoir, on va être aux alentours de 25 000 euros à peu près. Ce qui reste un budget très conséquent, c'est pour Oui. les très gros passionnés ou ceux qui veulent C'est le dépenser prix d'une énormément voiture. d'argent. C'est ça. Les téléviseurs peuvent monter à ces prix-là aussi. Ouais. L'idée, c'est que nous, notre axe de commercialisation sur les produits en vidéoprojection, on va être situé entre 1500 et assez rapidement 5000. Mais ça dépend parce qu'un ultra courte focale, donc là on a un iSense, prix de lancement on était à 3003, c'est un produit qui se trouve aux alentours de 3000 aujourd'hui. Lowall, qui est une marque qui est importée, on va dire récemment, par un importateur sérieux en France, on est sur des produits qui sont à 2008. Donc sur l'ultra courte focale, on va être grosso modo dans les 2100 euros en fonction des promotions, jusqu'à 3000, 3005. Samsung a un vidéoprojecteur qui a été lancé à 5000 et des poussières, qui est en gros un concurrent de l'iSense, sur la même base, donc un trilaser. C'est des produits avec un bon système audio intégré. C'est des produits qui sont très intéressants, mais si on compare sérieusement un produit LPU 7D de chez Samsung et le LPU 9D, donc qui sont en gros celui aux alentours de 2000 et celui aux alentours de 5000, la différence va être marquée, on va avoir beaucoup plus de piqué, on va avoir un peu plus de luminosité. L'écart de prix ne va pas forcément justifier l'écart de qualité. Pour rattraper un LPU 9, il vaut mieux attendre des périodes de solde ou des périodes de promo assez prononcées, où là on va avoir un rapprochement entre les deux produits en termes d'écart tarifaire, qui pourra justifier un petit peu plus la différence de qualité. Parce qu'il y a aussi plusieurs technologies de vidéoprojecteurs, que ce soit l'ampoule, ou alors enfin, si c'est, je crois que c'est, il y a une ampoule qui est le plus utilisée. Et la moins chère. Oui, la moins chère est le plus utilisée, si j'ai bien compris. La lampe va permettre d'avoir des vidéoprojecteurs en prix un peu plus bas. On va avoir une qualité d'image qui aujourd'hui est plutôt bien maîtrisée par rapport à la technologie de la lampe. Par contre, le côté du consommable, il faut faire attention à une chose, c'est qu'un vidéoprojecteur, ça peut durer un certain nombre d'années. Si on veut remplacer par la lampe d'origine, au bout d'un moment, on peut ne plus forcément la trouver. Il va falloir s'orienter vers un produit de remplacement compatible. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre en qualité, mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément s'attendre à avoir exactement la même lampe, la même sigle, la même référence et la même marque que ce qu'on avait intégré dans le vidéoprojecteur. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut se dire, vas-y, j'achète un vidéoprojecteur à lampe, je sais plus c'est quoi la dénomination, c'est LH... LHF, LHF, UHF. UHF, c'est Non, LHF. LHF, Oui. c'est le long... Vas-y, t'en sais plus que moi. parce que je l'avais dit, c'est LHF. UHP, UHP, voilà. ultra haute performance. Je Et ne pas savais ultra haute qualité du coup. Je ne savais pas le ultra haute performance pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est lampe UHP, ultra haute performance. Donc c'est, on vise la performance et pas la qualité. Mais bon, si que ça dure que 4500 heures, au bout d'un moment, il faut changer l'ampoule, même si on trouve plus l'ampoule parce que les technologies ont évolué, c'est un peu chiant quoi. Ah, c'est pas forcément la technologie qui a évolué, ça va être le fait que la lampe peut ne plus être fabriquée pour X ou Y raison, parce que c'est pas forcément le constructeur, enfin c'est pas forcément la marque qui va fabriquer la lampe. Ouais. Ils vont les acheter, pour X ou Y raison, la lampe peut être arrêtée et un autre peut reprendre la distribution, soit parce qu'ils ont racheté les contrats ou pour X ou Y raisons diverses. L'idée de la lampe, c'est aussi la technologie qu'on maîtrise le mieux, en tout cas qu'on a fait en masse, et donc sur lequel on a un très bon retour. On connaît les faiblesses des lampes, on connaît leur qualité, on sait qu'en effet aux alentours de 4000 heures, va falloir envisager un changement.
Ça dépend des vidéoprojecteurs, c'est pas hors de prix. Une lampe seule, on peut être aux alentours de 80, 100, 100 euros. Donc 4500 heures dit comme ça, on se dit waouh, c'est pas énorme, c'est que 4500 heures. Sauf que quand on calcule réellement ce que représente 4500 heures, euh, on est sur plusieurs mois d'utilisation non-stop. Oui. Et un vidéoprojecteur, on va pas l'utiliser tous les jours. Voilà. Donc globalement, ça va convenir à la majorité des gens. Euh, Après, oui, c'est sûr qu'on peut envisager de partir sur des vidéoprojecteurs avec des structures LCD ou laser. Là, on va avoir des durées de vie plutôt aux alentours de 25 à 30 000 heures, mais le coût d'achat va être beaucoup plus élevé. Et c'est quand même 25 à 30 000 heures, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment très long, certes, on va quand même devoir changer. Ouais. Et ben, bon courage. En termes Alors de... qu'une télé, il n'y a rien à changer. Non, une télé, une fois qu'elle tombe en panne, elle tombe en panne. Ouais. Une dalle sera pas changée. Enfin, un OLED, ça va être plusieurs dizaines de milliers d'heures. On va pas changer la dalle une fois que celle-ci sera fatiguée. On peut le faire, mais c'est le prix d'un téléviseur. Oui, donc autant racheter Voilà. directement. L'évolution dans les vidéoprojecteurs est un petit peu différente vis-à-vis de la télé. La télé, c'est un peu comme les smartphones, tous les ans on en a un nouveau. Les vidéoprojecteurs, ils ont une durée de vie au catalogue qui est beaucoup plus importante. Donc on va se poser la question, pour un gros consommateur de vidéos en vidéoprojecteur, de changer la lampe, en l'occurrence si c'est une lampe, ou changer le laser, enfin le bloc laser. Je n'ai pas vu jusqu'à présent de demande sur ce point-là, parce que 30 000 heures, on disait 4500, c'était plusieurs mois d'utilisation non-stop. 30 000 heures, je laisserai Google faire le calcul, mais ce sera sur des durées de vie qui seront très importantes dans l'absolu. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir vis-à-vis d'un laser ou d'une matrice LCD, ou d'un LCD, pardon, en vidéoprojection. J'ai entendu dire qu'il y avait une technologie autre que le laser et l'ampoule, c'était le LED. Et ça, j'en ai pas beaucoup entendu parler, donc j'imagine que c'est pas trop pour regarder la télé ou du cinéma ou du jeu vidéo. Le LED, on va avoir une base d'utilisation qui va être d'environ entre 25 et 30 000 heures. On va être sur une technologie qu'on connaît bien, qui va avoir un petit problème de luminosité par rapport à d'autres concurrents. Le laser, c'est encore autre chose. Le laser, c'est le must, donc on ne va pas vraiment les comparer à ces technologies-là. Euh, le LED, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qu'on sait bien fabriquer. Des vidéoprojecteurs à LED, il y en a. C'est pas les vidéoprojecteurs les plus communs, c'est pas les produits dont on va parler régulièrement dans les news, dans les articles ou même sur les showrooms. On va plutôt avoir souvent des produits soit à lampe ou des produits soit à laser. La clientèle va pas forcément demander à avoir une structure de vidéoprojecteur avec des sources lumineuses à LED parce que c'est pas la technologie qui va être le plus poussée dans ce domaine-là. En tout cas, dans le domaine particulier. Domaine pro, je ne sais pas, je suis pas assez calé dans le domaine. Mais c'est vrai que sur tous ces types de vidéoprojecteurs qu'on va avoir ici, Il n'y a pas de LED. ah non, il n'y a que du tri-laser. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Mais on va être dans le haut du panier. Le laser, ça va être le haut du panier. Alors, tri-laser, etc., c'est encore autre chose. Le laser, globalement, le bloc laser, c'est un élément assez onéreux. Donc on va être sur des gros vidéoprojecteurs en général. Parce que les vidéoprojecteurs dans les salles de cinéma, avant c'était de l'ampoule, maintenant c'est du laser. Donc est-ce qu'on peut dire que ça doit être la même technologie, mais j'imagine que du coup le côté professionnel du cinéma, ça doit être Ouais, quelque chose mais d'encore plus poussé. oui, c'est plus poussé, c'est pas du tout les mêmes machines qui vont être utilisées. Comme je te disais tout à l'heure par rapport à des machines à 100 000 balles. Et Oui. on se demande des fois pourquoi les salles de cinéma ont des places aussi élevées. Le coût des vidéoprojecteurs, c'est monstrueux. Dans des belles salles, bah, nous qui sommes à Paris, on a de très belles salles à disposition. Il y a des vidéoprojecteurs qui valent le prix d'une baraque. Aux alentours de Paris, donc on est au-delà des 100 000. Mais dans l'absolu, on est sur des vidéoprojecteurs qui vont avoir, en fait, on va dire, le meilleur de tous les mondes. C'est pas le meilleur des deux mondes, là, c'est tous les mondes. Parce qu'on va avoir une très bonne luminosité, on va avoir un très bon contraste, on va avoir une très bonne colorimétrie, on va avoir une très bonne durée de vie. Donc on est sur un vidéoprojecteur qui va représenter aujourd'hui l'aboutissement de ce qu'on sait le mieux faire. L'excellence.
Voilà, les gros vidéoprojecteurs, en termes de sources lumineuses, les produits dont on parlait tout à l'heure, entre 10, 15, 20, 25 000, qui restent des vidéoprojecteurs à destination des particuliers, sont tous des lasers. Parce que c'est là où on va avoir le meilleur rendu. Et c'est aussi là où on va pouvoir avoir des gestions euh, de- d'écart, en fait, de contrôle de l'image beaucoup plus précis. Parce que c'est bien d'avoir des vidéoprojecteurs qui vont faire X milliers de lumens, le lumen étant la base de la luminosité d'un vidéoprojecteur, enfin, l'unité de mesure, pardon. Euh, si on a trop de lumens, on va perdre en contraste. Si on a trop de contraste, forcément on perd en luminosité. Le laser, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des vidéoprojecteurs pour les particuliers qui font 6000 lumens. Euh, Ça veut dire qu'on va avoir un meilleur équilibrage justement entre la luminosité et le contraste. Donc le ratio entre les deux qui va permettre d'avoir le meilleur rendu possible. Parce que par exemple, si on prend un OLED, le noir absolu sur un vidéoprojecteur, on ne le connaît pas, le noir absolu. On aura toujours une pollution lumineuse qui va venir du laser en lui-même vis-à-vis de la lumière qu'il va projeter. Euh, Même dans une salle dédiée extrêmement sombre, on va avoir un noir qui va être le plus parfait possible par rapport à la machine qu'on a acquise, mais qui sera jamais un noir équivalent à de l'OLED par exemple. Ça c'est pour le laser. Alors le LED, donc on va avoir un bon contraste, on va avoir une luminosité qui sera tout à fait acceptable, on va avoir une bonne durée de vie, mais on n'aura pas le meilleur des mondes comme on peut l'avoir avec le laser, et on aura un coût de production qui sera largement supérieur à une lampe. Donc finalement, l'un dans l'autre, souvent ça va être soit la lampe, soit le laser, avec du LED qui se bataille un petit peu au milieu. Est-ce que ça va être amené à évoluer? Je sais pas. J'ai pas vraiment je me suis pas réellement penché sur la question de l'utilisation du LED dans un environnement de particulier. La lampe a encore de beaux jours devant elle. Le laser, pour moi, va prendre le pas sur les produits les plus haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Ça va pas forcément être dédié spécifiquement à tel type d'usage. C'est vraiment, et c'est pour ça que les vidéoprojecteurs, c'est assez complexe vis-à-vis d'un projet de trouver un produit très bien adapté. C'est parce que ça va être un aspect technique par rapport à comment la marque a décidé de travailler le produit qu'ils vont mettre sur le marché et quel type de clientèle ils vont vouloir cibler. Le laser, alors l'ultra courte focale, dans la majorité des cas, ça va être du laser. Ça va être soit un monolaser, soit un trilaser. Le trilaser va donner donc une meilleure plage colorimétrique, un meilleur piqué. Dans une pièce lumineuse, le laser, globalement, va mieux fonctionner. Mais là, ce qui fait qu'on a une belle qualité d'image, indépendamment de la toile dont on parlera peut-être tout à l'heure, ça va être aussi le fait que la source lumineuse, donc le vidéoprojecteur, est assez proche de là où on projette l'image. Tu prends un laser, tu le mets au fond d'une salle, même s'il a une luminosité très élevée, le, le laser va avoir une déperdition de lumière. Ah, il y a une perte. Il y a une pollution lumineuse extérieure, déjà premier point, c'était pas dans une salle complètement noire. Et deuxième point, oui, en effet, tu auras une perte sur la durée d'utilisation du laser. Alors, la lumière, si il y a des gens qui aiment bien la physique et qui vont tomber dessus, la lumière, c'est à la fois une particule, c'est à la fois une onde. On ne sait pas la stopper. Donc, techniquement, une lumière d'un point A à un point B, ça a la même intensité, la même puissance. Le problème, c'est qu'en fait, on va donner, vis-à-vis de la pollution lumineuse environnante, on va donner un espèce de voile à l'image si on n'a pas assez de luminosité pour contrecarrer l'ensemble des informations qu'on va faire passer dans le faisceau. Si tu envoies juste une mire blanche, par exemple, tu vas avoir une luminosité qui sera tout à fait équilibrée, parce que tu vas utiliser la luminosité maximale du vidéoprojecteur. Par contre, elle ne sera pas uniforme. Sur un calcul de lumens, quand un vidéoprojecteur fait 2500 lumens, en général, il ne calcule pas les 2500 lumens sur la totalité de l'image. C'est comme pour les téléviseurs avec les candélas, c'est donné sur une fenêtre de 5 ou 10% qui va permettre de concentrer au mieux les informations qu'on va obtenir. Donc, pour répondre à ta question, je ne vais pas dire que le LED est plus destiné à une pièce lumineuse ou une pièce sombre et inversement pour le laser. Dans tous les cas de figure, il faut prendre son temps, il faut bien regarder toutes les technologies existantes
Et il faut vraiment avoir une idée globale de la pièce et surtout essayer au maximum d'avoir le moins de pollution lumineuse dans la pièce quand on veut regarder un contenu. Alors après, ça dépend pour quel contenu. Oui. Toujours pareil. Pour mettre les dessins animés pour les enfants, bon, pas besoin forcément de les mettre dans une salle dédiée toute noire. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'avais vu Comment je suis devenu un super-héros, film sur Netflix qui est sorti en... Oula, je sais plus, je crois que c'était même avant le Covid peut-être? Je sais plus. Alors je l'ai toujours vu passer, je l'ai jamais regardé. Bah moi, je l'ai vu au Louvre, au carré du Louvre. Le son était immonde, hein, évidemment. Vu en fait, ça résonnait partout sur les murs. On était entouré de murs en pierre. Mais par contre, l'image était super bonne alors qu'il faisait jour quand on a commencé. Donc je pense... Après, c'était un truc professionnel, ça doit Voilà, forcément être un laser. ça je sais pas, mais déjà c'est un premier point, c'est un truc professionnel. C'est comme les vidéoprojecteurs, les gens parlent beaucoup de sources lumineuses, où ils vont beaucoup parler de la manière dont la colorimétrie va être gérée. Avant toute chose, il faut savoir si le vidéoprojecteur qu'on est en train de regarder, c'est un vidéoprojecteur de cinéma, de data ou professionnel. Parce que la data, c'est des vidéoprojecteurs qui sont conçus pour fonctionner dans des salles de réunion, Pour des donc PowerPoint ou des voilà, trucs comme ça. suffisamment éclairés, etc. Ils vont avoir une qualité, enfin une image qui va être très vive, qui va être très présente, mais à partir du moment où tu vas mettre du mouvement, bah, tu vas avoir de la saccade. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour gérer ça, comme tu l'as dit, ils gèrent des PowerPoint, une image fixe, ça leur va très bien. Une fois de temps en temps, deux, trois trucs qui bougent, et puis c'est tout. Le cinéma pour les particuliers, c'est des vidéoprojecteurs qui vont être à l'entre-deux. On va essayer d'avoir une très bonne luminosité, mais on va essayer aussi d'avoir donc, des images qui sont très dynamiques, donc qui vont permettre qui doivent, pardon, être capables de ne pas avoir de saccade, d'avoir la compatibilité avec l'HDR et le Dolby Vision pour avoir justement des points de lumière un peu plus précis. Et la fluidité de l'image. Voilà. Le pro, c'est un peu différent. Le pro, tu vas avoir des vidéoprojecteurs pro destinés à un usage extérieur, tu vas avoir des vidéoprojecteurs pro destinés à des salles de cinéma. Ils n'ont pas le même job, ils travaillent pas de la même manière. Donc ça dépend réellement de ce que tu veux faire en tant que consommateur final vis-à-vis de la machine. Mais avant toute chose, c'est parce que des vidéoprojecteurs à 200-300 balles en data, il y en a plein. Parce que moi, j'ai souvenir, c'était pas les vidéoprojecteurs, mais c'était une espèce de machine avec une lampe par le dessous et avec un miroir. Oh Et oui, tu parles de l'école là. oui, Ouais. et Enfin, de on avait l'école ça de ceux pour. qui ont notre âge à peu près. Oui, non, mais attends, Ouais. ils ont plus ça, les gosses, je pense, ceux qui sont. C'était en primaire, je crois que j'avais ça. Ouais, c'était en primaire. Moi j'étais au collège quand j'ai eu ça. Ah, Et après au lycée, j'ai eu les tableaux interactifs. non, j'ai pas eu les tableaux interactifs, moi. Ça dépend, ça dépend dans Je quel sais que les cursus t'es. vidéoprojecteurs, moi, je les ai vus à partir du collège, où là, c'était des trucs avec les lampes pour regarder des films de temps en temps à Ah ouais, l'école. moi j'avais la prof qui ramenait l'écran cathodique dans la salle sur les trucs à roulettes. Ouais, Mais, c'était en mais je primaire, suis ça. pas si vieux que ça, hein. Non, mais je sais, mais moi aussi, nous, on avait les télés cathodiques en primaire. Mais collège et lycée, nous, c'était les vidéos proches après. Ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Mais ça, c'est des vidéoprojecteurs, oui, de data. Mais c'est des grosses machines, hein, par contre. Oui, c'est des trucs, ça tient sur un gros meuble que tu déplaces, quoi. C'est tellement lourd. Ça, oui, ce dont tu parlais, j'ai oublié le nom d'ailleurs de ces éléments qui projetaient une image, une Ouais. feuille A4 en Oui. grand. Oui, c'était. Alors, non, c'est pas un rétroprojecteur, attention, parce Oui, que. c'est un... c'est un nom spécifique. Oui, je sais plus. Mais oui, c'était Je le mettrai écrit quelque part. Mais ça, oui, ça, c'est l- c'est l'un des premiers pas qui peut permettre de comprendre à un enfant qu'on peut faire beaucoup de choses avec la lumière et avec la réfraction de la lumière. Et c'est comme ça que certains se sont amusés à créer le cinéma en tant que tel. Pouvoir diffuser des contenus sur des très grandes images, etc. C'est vrai que le cinéma a toujours eu le côté vidéoprojecteur, où on a des très grandes images, on va être dans le film réellement, mais c'est pas des contraintes aussi simples. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent en me disant, parce qu'on est à Paris, parce qu'ils veulent pas de télé, parce qu'ils veulent un vidéoprojecteur, c'est simple, c'est discret. Sauf qu'en fait, quand tu creuses 5 minutes, c'est pas aussi simple. Ils me disent, oui, mais j'ai un pote, il a acheté ça, il y a de l'audio, c'est un Smart TV, on le pose et puis ça fonctionne. Oui, Il l'a payé combien? il l'a payé combien et aussi ça dépend sur quoi on est spécialisé. Nous, on est plutôt spécialisé vraiment pour la vidéoprojection de cinéma de particuliers. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des vidéoprojecteurs qui fassent cette taille-là, qu'on puisse trimballer où on veut, etc. On en a un ou deux en catalogue
qui C'est nous c'est ont pas impressionnés. les vidéoprojecteurs Pico, non? Oui, c'est des picots dans l'absolu, exactement ce que je viens de présenter, c'est des vidéoprojecteurs qui peuvent tenir dans la main. C'est du nomade. Ouais, c'est vraiment du nomade, ça c'est pour les vacances, on l'emmène avec soi, etc. Ça marche bien pour, pour le budget et pour ce qu'on veut en faire. Nous, on a un vidéoprojecteur, un produit qui s'appelle l'Optoma, le Photongo. C'est un vidéoprojecteur ultra courte focale de cette taille-là à peu près, qui peut fonctionner sur batterie. Donc il est pas... Son premier job, c'est pas d'être nomade. Il peut l'être. Mais bah d'ailleurs, il est là-haut. Il est assez petit. Et ouais, il est assez petit. Par contre, c'est pas vraiment un picot. Si tu le prends dans la main, c'est pas tout léger. Ah oui, oui, quand même, quand même. Il est alimenté en USB-C. C'est un produit, il a de l'audio, Mais il doit faire un peu de boucan, non, pour il fait un peu de boucan. pouvoir fonctionner tout seul. Bah, disons qu'il faut pas le mettre à côté de ton oreille. Ouais. Et il peut tenir combien de temps? Je t'en pose des questions. Je crois qu'il tient. Attends, parce que si Optoma voit la vidéo, ils vont me tuer. Photongo, je dirais Ça 4 fait heures. 4 heures? Je dirais, hein. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, c'est très bien pour regarder un film. Parce que, sauf si tu regardes Le Seigneur des Anneaux version longue, le troisième film, là tu pourras pas. Oui, ça c'est sûr. La Zack Snyder's Cut Justice League, là tu pourras, vu que c'est 3h45, je crois. Attends, on va chercher la valeur exacte de la Mais c'est batterie. vrai que ouais, c'est tout petit, hein. Ah non, autant pour moi. 1h30. Ah, Donc, son premier point, c'est pas d'être un vidéoprojecteur nomade. voilà. Sauf si on regarde un épisode de série. Et encore, des fois, on peut se faire avoir. Quelques vidéos YouTube, quoi. C'est ça. Mais c'est un produit qui est intéressant dans l'idée. Par contre, c'est un vidéoprojecteur, donc c'est un laser, ça fonctionne bien. Mais ça reste un produit à 1000 euros. Ouais, après il est plutôt petit comparé aux autres qu'il y a derrière, mais c'est pas du tout comparable, donc C'est pas le même genre de joujou, c'est pas destiné à la même utilisation. Après, c'est sûr ceux-là ils que. sont à 3 000 € tous quasiment, donc alors que lui il est juste à 1 000 €. Ils sont pas capables d'afficher la même image, etc. etc. Parce Donc, que il y a du celui-là c'est travail. du Full HD, hein, Oui, j'imagine. bravo. Alors que les autres derrière c'est que du UHD. C'est pas du 4K, c'est du UHD. Parce qu'on en a pas parlé, mais les vidéoprojecteurs, il y en a beaucoup, il y a écrit 4K dessus. Ou les télés aussi, hein. Ouais, alors qu'en fait, Bah, en fait, ça dépend. Non, mais c'est là où ils ont un petit peu triché, c'est que ça dépend si tu parles d'Ultra HD 4K ou si tu parles du DCI 4K. L'Ultra HD 4K, tu vas être sur du 3000 et des poussières x 2000 et des poussières. 1840 par 2160. Je savais que tu allais m'aider sur ce point. Le 4K DCI, on va être sur une base de 4000 x 2000 et quelques, donc on va être sur une vraie image qui va vraiment afficher les 8 millions de points. Le 4K DCI, donc ce qu'on appelle plus communément le 4K natif, même si là encore c'est un terme un petit peu biaisé, va être utilisé dans les vidéoprojecteurs, notamment les vidéoprojecteurs de cinéma. Pas forcément particuliers, il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Ils font tous presque comme les télés, de l'Ultra HD 4K, qui n'est pas du DCI 4K. Ça simplifie un petit peu les choses pour plein de monde, parce que si on avait du 4K DCI sur les téléviseurs ou sur tous les vidéoprojecteurs, eh ben, il serait plus cher. On va trouver un entre-deux, mais encore faut-il le savoir, c'est tout. Voilà, donc faut pas se tromper entre le DCI 4K, qui est lui du vrai 4K, et le UHD 4K, qui lui... Normalement, la notion de UHD 4K n'existe pas, c'est UHD. UHD, ça veut dire Ultra HD, Ah, là, il y a écrit 4K HDR. c'est pas un 4K. Non, nous on reprend les spécifications techniques sur nos étiquettes indiquées dans les fiches techniques des produits. Mais dans la majorité des cas, on va être sur du 3000 x 2000. C'est juste pour vendre, quoi, dire... Non, parce que ça reste du 4K dans l'absolu. L'UHD, c'est bien supérieur à la qualité d'image qu'on va avoir par rapport à un contenu Full HD. Après, c'est vrai que certains produits sont capables d'afficher du DCI 4K, mais c'est souvent plus compliqué parce que toutes les sources et compagnies sont plutôt conçues pour envoyer de l'Ultra HD. Donc, il y a un jeu d'équilibriste à faire. Après, est-ce que c'est pour vendre plus? Je ne sais pas. Je me suis pas intéressé à ce point-là, à cette réflexion-là, mais on sait que c'est pas de la véritable 4K à 100%. Est-ce que ça pose un réel problème? Non, vu qu'on a quasiment aucun produit enfin, aucune source qui est réellement en En 4K DCI 4K, non, c'est des DCI. trucs très spécifiques, et d'ailleurs, souvent c'est plutôt des éléments de prod, d'ailleurs. Même si, alors, ils vont beaucoup travailler en Full HD aussi, mais la production va travailler beaucoup avec du DCI 4K.
Après, quand on passe en post-prod, là souvent on va se retrouver avec des contenus qui sont plutôt en UHD parce que c'est la norme aujourd'hui qui existe. Aujourd'hui, on a des écrans et des vidéoprojecteurs qui sont d'une telle qualité que bon, c'est pas extrêmement grave. Nos téléphones, c'est pas du 4K, hein. Et c'est du WQ, HD+, ce genre de truc, et on s'en contente très bien, et c'est déjà fabuleux à bien des égards. Donc il faut pas chercher midi à 14h sur tout et n'importe quoi. C'est intéressant de le savoir, pour pas créer une révolution en Oui, disant on nous surtout a menti depuis que à 15 ans. l'œil nu, on verrait pas la différence entre du UHD et du. Ah, il y en a, si, ils sont persuadés de voir la différence. Non, non. La résolution en tant que telle, sur un vidéoprojecteur, et c'est même le cas vis-à-vis de la réflexion par rapport aux télé, c'est il vaut mieux acheter un vidéoprojecteur très bien dimensionné pour du Full HD plutôt que d'acheter un vidéoprojecteur en se disant à tout prix je veux du 4K. Parce qu'on va prendre les premiers prix si on ne veut pas forcément monter très haut. Et si on prend les premiers prix, il va se baser sur la réflexion euh, que le vidéoprojecteur est 4K. Donc ils vont se dire, ah bah c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir une luminosité monstrueuse, on n'a pas besoin d'avoir un contraste monstrueux, on a un vidéoprojecteur Et c'est 4K. là qu'on fait l'erreur. C'est ça. Vaut mieux un très bon Full HD, c'est pas grave, on perd quelques pixels, mais on gagne en colorimétrie, on gagne en contraste, en luminosité. À mon sens, hein, c'est ce que je dis à mes clients, après ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Pour les vidéoprojecteurs, ultra courte focale, longue focale, c'est pas des distances à respecter dans l'absolu, ce sont des ratios. C'est-à-dire que un écran, on veut une base de 2,30 m à peu près, avec un vidéoprojecteur ultra courte focale. Et bien, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit prendre les spécifications techniques du constructeur et on doit trouver la ligne qui correspond vis-à-vis de la base que l'on souhaite avoir ou de la diagonale, parce qu'attention, c'est des éléments auxquels il faut faire très attention. Et après, on a les recommandations du constructeur pour dire bah, mon vidéoprojecteur, on doit le positionner à 27 cm pour avoir un 2,30 m de base. Donc on a tel ratio, etc. etc. D'autres constructeurs, ça va être 25, d'autres, ça va être 28. Donc il faut toujours prendre les ratios, les données constructeurs pour avoir la bonne base de travail vis-à-vis de la taille d'image que l'on souhaite avoir. Après, souvent, donc un ultra courte focale, on va le positionner entre 20 cm, 50. Alors attention, les dimensions données, souvent, sont des dimensions qui le sont vis-à-vis de l'arrière de l'appareil. Il y a un point auquel il faut faire attention quand vous regardez sur les sites internet vis-à-vis des calculs de distance. Souvent, la base donnée par rapport au vidéoprojecteur, c'est la lentille. Sur les données constructeurs, souvent, c'est l'arrière du vidéoprojecteur. Donc il faut prendre le delta entre les deux pour ne pas vous faire avoir si jamais vous achetez uniquement en regardant les données constructeurs et en regardant sur des sites qui vont vous donner les distances de vidéoprojection. Parce que c'est comme ça qu'on obtient quelques surprises des fois. Même en tant que pro, ça peut arriver. Donc il faut faire très attention aux questions de ratio. Sur du courte focale, donc là c'est un petit peu différent, on va positionner ces vidéoprojecteurs. Donc sur les vidéoprojecteurs à courte focale, on va souvent les positionner entre 1 et 3 mètres, et le long focale, ça dépend des ratios, c'est toujours pareil, mais globalement, on va être sur du 2 mètres, 2 mètres 50, jusqu'à certains 10, 12 mètres. Et on va avoir un ratio différent. Alors après, il y a un truc sur lequel on peut tricher un petit peu, c'est le zoom. Le zoom va nous permettre d'avoir une marge de sécurité si on veut avoir une image de 2,50 m par exemple, avec un long focal qu'on doit positionner à 4 mètres, mais l'utilisateur a que 3,30 m. Et ben dans ce cas-là, on va jouer avec le zoom, le dézoom ou le rezoom. Voilà. Il faut essayer de le laisser au maximum en mode natif, parce qu'à partir du moment où on intervient sur l'optique, eh ben, on va dégrader un petit peu le signal. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des grains, que ça va devenir très laid, mais on va forcément impacter un petit peu le faisceau de lumière. Mm. Et il n'y a pas de focale meilleure que les autres. C'est une utilisation, c'est une réflexion de construction différente. L'ultra courte focale va être conçue plutôt comme étant un remplaçant de la télé. Donc il nous faut de l'audio, il nous faut le côté Smart TV, il nous faut un produit qui soit pas énorme. Donc on atteste celui-ci qui est un peu gros quand même. Ouais, on dirait une imprimante. C'est ça. License, c'est un produit un petit peu plus sexy, mais qui va pas forcément convenir. On reste sur des dimensions qui seront importantes, hein. Faut Mais pas bon, oublier ça que c'est reste des plus grosses petit machines. qu'une télé quand même. Oui, oui, c'est plus petit qu'une télé, et puis surtout, une fois qu'on a fini de l'utiliser, bon, bah, ça fait un petit radiateur de table, c'est pas ce qu'il y a de plus laid. Le problème avec l'ultra courte focale, c'est qu'il faut éviter de le déplacer tout le temps. Soit on a des points de repère très précis si on veut ranger l'appareil,
Sinon, il faut le repositionner au millimètre près, sinon on a un décalage d'image par rapport à ce qu'on avait conçu. Uniquement dans le cas de figure, on a une toile. Si c'est un mur blanc, on s'en fiche, on l'adapte comme on veut. Par contre, donc, l'ultra courte focale est conçu plutôt en effet comme étant un téléviseur. Donc il faut qu'il intègre toutes ces fonctionnalités-là. Le courte focale, c'est un entre-deux. Le courte focale, souvent, vu qu'on est entre 1, 3, 4 mètres pour certains de l'image, bah souvent en fait il va être positionné entre le spectateur et l'image. Donc on part du principe que c'est un vidéoprojecteur qu'on va déplacer. Il n'est pas conçu comme étant un téléviseur, il est esthétiquement assez différent des autres d'ailleurs. Il ne va pas forcément intégrer de partie audio. Lui, c'est le cas, le Valérion. C'est une partie audio qui fonctionne plutôt pas mal, parce que là encore, la réflexion est la même. Le vidéoprojecteur, on veut le déplacer. Donc on se dit, bon bah, si le client, il doit brancher le câble d'alimentation, positionner le vidéoprojecteur, le régler, et en plus de ça, il doit rebrancher son système audio, etc., au bout d'un moment, on ne le branche pas. Donc, c'est ça. Donc soit le client final trouve une solution pour le fixer au plafond et le laisser au plafond s'il veut un système audio, etc. Soit on a un entre-deux vis-à-vis de l'ultra courte focale. Le long focal, c'est très différent. Le long focal, ça commence à changer un petit peu, mais sur les produits vraiment typés cinéma, c'est des moniteurs. Globalement, c'est un moniteur, on le positionne au fond de la pièce, on branche un câble HDMI, on le relie au système home cinéma, et puis basta, quoi. On y touche plus du tout. C'est ça. L'histoire de la technologie de la 3D, qui est plus trop d'actualité. Ça n'existe plus, ça, monsieur, c'est fini. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, j'ai lu qu'apparemment, quasiment tous les vidéoprojecteurs étaient compatibles 3D. C'est voulu par les constructeurs ou c'est juste parce Je que... suis pas ingénieur. Aucune idée. Beaucoup de vidéoprojecteurs aujourd'hui ont encore des compatibilités 3D. On a des marques comme JVC qui vendent encore des lunettes 3D. Ils ont la capacité d'avoir la fonctionnalité 3D. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé intégrer au vidéoprojecteur? Je ne sais pas si c'est une contrainte entre eux, si c'est un avantage technique à la vidéoprojection par rapport à un téléviseur. Parce qu'aujourd'hui, moi, des clients qui rentrent et qui me disent je veux un vidéoprojecteur 3D, je dois en avoir un tous les 2 ans et encore. Parce que la 3D, c'est mort et enterré depuis un moment déjà. Oui, oui, oui. Et puis surtout, la 3D, c'est un environnement que je connais pas plus que n'importe qui, parce que moi, je suis arrivé dans le domaine, la 3D venait de terminer, voire même avait déjà fini depuis 1 ou 2 ans. Ça a duré quoi, 5-6 ans? Ouais, je dirais un truc comme ça. Il faudrait peut-être que j'aille voir les stocks de lunettes 3D qui nous restent en bas, mais avec les dates de réception, je pourrais te dire. J'en ai encore des lunettes 3D chez moi en plus. Ouais, passif, actif, enfin, tout un schmilblick. Mais oui, aujourd'hui, une grosse partie des vidéoprojecteurs sont compatibles 3D. Je pense que la 3D aurait pas eu une contrainte d'avoir des lunettes. Elle aurait, je pense, gagné en utilisateur. Et puis aussi, il y avait beaucoup de gens chez qui ça déclenchait des migraines, ça déclenchait pas mal de choses. On n'a pas parlé du support, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent avec un vidéoprojecteur sur un mur blanc, mais c'est pas la De la meilleure, Bah non. c'est pas la meilleure des choses à faire. Bah regarde, moi Par j'adore. exemple, derrière nous, J'ai des clients quand ils rentrent dans le magasin, donc que pour c'est ceux une qui vraie voient télé. pas, c'est ça. Pour ceux qui voient pas, l'entrée est pile dans l'axe de Derrière. cette image. Et quand ils me disent est-ce que vous vendez des vidéoprojecteurs, je leur dis bah oui au fond, et ils me disent mais c'est pas une télé. Je leur dis bah non. Parce que nous on a fait le choix un peu idiot de prendre un cadre fixe, qui est un cadre enfin un type de toile qui est très peu demandé, parce que bah, l'intérêt par rapport à une télé là, est inexistant, parce que tu es un vidéoprojecteur, tu as une super toile au mur. Euh, L'avantage, c'est que bon, bah, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien, donc on risque pas de l'utiliser. voilà, pour ceux qui se doutent, qui pensent que c'est faux, voilà. Parce que vraiment la qualité, on dirait vraiment une télé, quoi. Oui, oui, de C'est loin. assez bluffant. Mais bon, plus on se rapproche, plus on voit que... Bah, nous, on est à peu près là, par exemple. Par rapport à la vidéoprojection, par rapport à la taille de l'image, on voit en effet que l'image n'est pas des plus nettes et détaillées. Pour la toile, il y a des tas de choses à prendre en compte. Le type de vidéoprojecteur, parce que par exemple, donc, là, on a un UST. L'UST va envoyer la lumière par en dessous ou par au-dessus, mais avec un certain angle. Si on a une toile classique qui n'est pas tensionnée, au fur et à mesure, cette toile va onduler petit à petit, parce qu'elle n'est pas tensionnée. Donc au bout d'un moment, en fait, la toile se relâche, donc c'est un certain temps d'utilisation, mais avec une lumière envoyée sous un certain angle,
cet effet d'ondulation, on le voit. Donc par conséquent, quand on utilise un vidéoprojecteur UST, nous on recommande toujours des toiles dites tensionnées. Donc soit ça va être une toile fixe comme celle-ci, parce qu'en fait, derrière l'armature, il y a des tas de petits ressorts qui sont là pour vraiment venir étendre la toile. Et sinon, les toiles donc avec des châssis, des carters classiques enroulables, vont avoir en fait sur les bordures, vont avoir des espèces de petits fils euh, en, en métal et qui, en fait, grâce à un petit système intégré dans le carter, vont venir se tendre pour pouvoir bien rigidifier la toile. Ce qui fait que l'effet de l'ondulation, on ne le verra pas. Par rapport à un mur, l'avantage d'un mur, c'est qu'on n'a pas de toile à acheter. Par contre, il faut que le mur soit blanc. Il ne faut pas que ça soit fait avec un blanc crème. Et il y a des peintures spéciales. Oui, il y a des peinteurs à vidéoprojecteur. Je crois que j'avais vu les prix, c'était entre 400 et 300 euros le litre. Le litre. Ouais. Et puis la surface à peindre n'est pas forcément énorme. Mais oui, en tout cas, on peut utiliser une peinture spéciale pour les vidéoprojecteurs si on ne veut pas utiliser de toile. Mais attention, on n'aura jamais le même gain qu'on va avoir avec une toile. Ce sera jamais mieux que... Non, le mieux c'est d'avoir une belle toile. Après, en fonction, donc là on a une toile technique. Donc les toiles techniques, c'est des toiles qui vont avoir un certain niveau de gain. Donc un gain de 1 étant une neutralité, un gain inférieur à 1 étant une accentuation du contraste, et un gain supérieur à 1 étant une accentuation de la luminosité. Donc là, vu qu'on est dans un magasin, bon, on n'a pas forcément de fenêtre dans cet endroit du magasin, mais on a une luminosité qui est assez prononcée avec les télés qu'il y a derrière toi, avec le soleil qui peut des fois taper sur les vitrines. Donc on a mis une toile technique, donc c'est une toile qui a pour effet d'être grise, qui a un gain de 1,3 de mémoire, et qui permet d'accentuer légèrement la luminosité vis-à-vis du contenu qu'on va lui envoyer. À partir du moment où on a de la lumière, de toute manière sur l'image, ça sera plus facile à gérer dans une pièce lumineuse. Quand c'est du contraste dont on a besoin, là c'est plus technique, c'est le cas de le dire. Après, bon, les toiles, il existe différents types de structures. On va avoir des toiles qui proviennent du sol, des toiles qui proviennent du plafond. Bon, il n'y a pas de spécificité particulière, ça c'est vraiment un environnement technique. Moi j'aime bien les toiles qui viennent du sol parce que on peut les fixer derrière un meuble. Alors, si on prend une toile de 2,50 m, il faut un meuble qui fasse 2,50 m. Les châssis ne sont pas forcément extrêmement lourds, ils sont pas légers, hein. Ils peuvent peser très rapidement 30 kg facile. Un meuble en général qui fait 2,50 m, le 30 kg il les tient. Parce que déjà, il faut qu'il tienne son propre poids, donc ça va. Après, si c'est un meuble construit maison, bon, là moi je me risque pas à le fixer dessus. C'est une utilisation assez sympa. Il y a des toiles qui sont encastrables. On est capable de tout encastrer aujourd'hui, donc ça fait un petit peu dans le plafond, ça fait un peu comme un trou d'aération de clim par exemple. Donc c'est un petit revient, c'est assez discret. Sur les types de toiles, on va avoir aussi une réflexion vis-à-vis des toiles dites ALR. Comme son nom l'indique, c'est une toile qui est travaillée. Et on va avoir, de temps en temps, donc notamment sur de l'ALR, une orientation spécifique de la structure de la toile permettant d'avoir une réfraction de la lumière vis-à-vis, par exemple, de la position de l'utilisateur. L'ALR, il y a un petit piège, c'est qu'il faut avoir donc, la structure de la toile qui soit orientée dans le bon sens. C'est-à-dire que si tu mets un vidéoprojecteur au sol, en bas de l'écran, il te faut un ALR compatible vidéoprojecteur en bas. Ouais. Et inversement, si tu le mets au plafond. Sinon, tu as une réfractance de la lumière qui n'est... Non, et ça peut créer des trucs bizarres sur l'image. Ça peut créer des pollutions lumineuses et ça peut même des fois faire des bandes de lumière. Là, on parle de toiles, par exemple, des toiles tensionnées sur des châssis, sur des toiles de 2 mètres, 2,20 m. On parle de toiles à 2000 balles. Faut pas se tromper. Voilà, ça fait un petit peu mal si on se trompe. Voilà globalement pour les toiles. Il y a des toiles très spécifiques avec des constructeurs très particuliers. Nous, on travaille beaucoup avec Lumen, qui a un très grand catalogue de toiles diverses et variées. On va travailler avec Auray également, qui est un constructeur français, qui a un bon savoir-faire. Après, les toiles vraiment spécifiques pour des très grosses salles dédiées, c'est des toiles encore un petit peu plus travaillées, un petit peu plus techniques, avec d'autres technologies par ici et par là, qui vont faire qu'on va avoir une accentuation de la couleur, de la colorimétrie, de la luminosité, du contraste, etc. en fonction du besoin. Et c'est pareil, attention, une toile, un vidéoprojecteur assez haut de gamme, si on a besoin d'une taille assez importante, très vite arriver sur des toiles qui sont très onéreuse. C'est comme pour les vidéoprojecteurs, en fait, il n'y a pas genre la meilleure technologie, c'est genre il y a la toile qui doit être compatible avec le vidéoprojecteur. Certains te diront que oui, il y a des très bonnes technologies, enfin certaines technologies outrepassent les autres. Moi, je pars toujours du principe, et quand je vois des clients, je leur dis toujours, vous venez avec le plan de votre pièce, vous venez avec une idée à peu près précise de ce que vous voulez. Alors je suis là pour les conseiller aussi, donc évidemment, s'ils
S'ils n'ont pas une idée claire de ce qu'ils veulent, on va travailler ensemble pour la trouver. Mais il faut regarder la pièce, il faut regarder le projet, il faut voir comment l'utilisateur veut utiliser son matériel. Et Si c'est là, on en peut orienter. haut, en bas, si c'est longue focale, si c'est course, ultra Mais si courte, c'est c'est... plein jour, si c'est parce que c'est pareil, hein, c'est pas parce que les gens ont un vidéoprojecteur qu'ils vont être des grands fans de films ou de séries. Certains vont acquérir ce type de produit uniquement pour regarder la télé lors de la pause du déjeuner, s'ils peuvent rentrer chez eux, ou pour les enfants quand ils rentrent de l'école. Donc non, c'est pas forcément une question de prix. Ça va être, on va, alors bien sûr, hein, si on veut garder un équilibre, il faut pas se dire, je veux un vidéoprojecteur qui sache avoir une super luminosité, un super contraste, une super colorimétrie. Enfin, si on peut. Mais là, oui, là, ça augmente le prix. Mais on peut se dire, bah tiens, je regarde beaucoup en journée, je veux plus de luminosité. Je suis pas très regardant sur le contraste parce que je regarde beaucoup de contenu très lumineux, du sport, des dessins animés. Donc on n'a pas forcément besoin d'un contraste extrêmement prédominant. La colorimétrie, c'est toujours bien d'avoir une bonne colorimétrie. Euh, le type de clientèle que je citais tout à l'heure, donc qui veut regarder en plein jour, etc. S'ils ont le budget et qu'ils veulent s'orienter sur ce type de contenu, je peux leur proposer le laser. Mais instinctivement, je ne vais pas forcément les orienter vers des vidéoprojecteurs à 2-3 000 euros parce qu'ils vont regarder ça une fois de temps en temps et ça ne va pas forcément être eux le cœur de l'utilisation. Oui, c'est plus le cinéma ici Voilà, qu'on... donc on va faire un compromis. On va prendre un vidéoprojecteur à 1000-1500 balles qui va être un vidéoprojecteur à lampe qui va avoir un petit peu moins de luminosité, un petit peu moins de contraste, mais dont l'équilibre global sera très bon par rapport à l'utilisation Ce sera bon pour qu'on va en cette faire. C'est utilisation-là. ça. Oui, oui, tout à fait. Non, non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas comme en télé, on va avoir des technologies qui vont vraiment être euh, prédominantes par rapport à d'autres technologies. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est pas complètement vrai parce que TCL débarque avec des écrans à 500, à 800 balles, qui sont pour certains des écrans mini LED, qui sont très performants. C'est pas de l'OLED, mais un 75 pouces à 1500 balles d'un côté en mini LED chez TCL, un écran en OLED chez LG en 77 pouces, on va être à 2005-3000. Voilà, c'est trouver là où on veut mettre ses billes, pour quel rendu visuel on veut obtenir. Quels seraient aujourd'hui les meilleurs vidéoprojecteurs? Tu m'as pas écouté, je viens de te parler d'utilisation. Incroyable. Le cinéma pur, je suis dans une pièce, il fait totalement... Enfin, j'ai mes rideaux occultants, il fait totalement noir dans ma pièce. Le cinéma, bon, il y a deux marques hein, qui mènent la danse là-dedans, c'est Sony et JVC. Donc Sony. JVC, sont les DLA, qui commencent à être les gros vidéoprojecteurs. Le petit DLA, je crois, qui coûte 5000. Donc on est sur des budgets qui sont assez élevés. Pour moi, ça fait partie des meilleurs écrans sur le marché avec les Sony. Les Sony ont eu un petit contre-coup ces derniers mois parce que l'Union européenne a interdit l'un des composants qu'ils utilisaient. Donc pendant quelques semaines, ils étaient plus présents sur le marché européen. Ils sont revenus, ils ont remplacé leurs composants, donc ils vont revenir petit à petit sur le marché. Après une petite recherche, en allant sur le site d'Écran Large, j'ai trouvé un article qui en parle. Ce sont les lampes au mercure utilisées par diverses marques de vidéoprojecteurs. Et les lampes au mercure vont être interdites d'ici décembre 2025 car il y a un potentiel danger pour la santé en raison de la toxicité du produit dont elles sont composées. Là, on parle des ampoules. Te dire entre le Sony et le JVC lequel est le meilleur, c'est assez subjectif dans la réflexion. Moi, j'aime beaucoup les JVC. Les Sony ont beaucoup d'arguments pour eux. En termes de qualité d'image, ils ont un rendu qui est très intéressant. J'ai une petite préférence pour l'équilibre luminosité-contraste des JVC que je trouve un peu plus douce, un peu plus agréable. Après, alors, les JVC et les Sony, donc je te disais que nous, c'est le type de produit qu'on commercialise. Mais alors nous, on n'est pas des constructeurs de salles dédiées. Donc nous, souvent, les consommateurs viennent nous voir, ils nous parlent de leur projet, on le travaille ensemble, on recommande les produits, euh, ils les commandent, ils viennent les chercher, et nous, on ne fait pas forcément l'installation. Parce que ce sont des grands enfants, ils adorent jouer avec leurs joujoux, donc ils adorent faire l'install. Euh, donc c'est pas des vidéoprojecteurs que j'ai vu tourner énormément. J'en ai vu beaucoup chez JVC, chez Sony. Donc j'ai pas énormément joué avec vis-à-vis des réglages, des paramètres et tout ce qui s'ensuit. Okay. Alors le JVC à 5000, le Sony à 5000, oui. Pour moi, le Sony est meilleur que le JVC vis-à-vis de ces tranches de prix-là.
sur les modèles plus haut de gamme, donc les NZ800 et NZ900, qui sont respectivement à 15 500 ou 16 000 et 25 000. Là, je préfère le JVC. Pour moi, oui. Après, ils ont un savoir-faire assez impressionnant. Sony sort pas de nulle part non plus. Comme on l'avait peut-être expliqué, je me souviens plus pour les télés, Sony a l'avantage d'avoir Sony Pictures. Donc ils ont un pied dans le monde de l'image, de la calibration, donc ils savent traiter des images. Les nouveaux modèles qu'ils ont sortis récemment, alors je n'ai pas la référence en tête que tout le monde connaît, qui est Bravia Cinéma, je crois. Bravia 8 Cinéma et Bravia 9 Cinéma sont des vidéoprojecteurs qui sont très intéressants. Eux, je les ai vus tourner, mais pareil, j'ai pas joué avec toute la journée, donc je n'ai pas pu les pousser dans leur retranchement. Mais de ce que j'ai vu, ouais, c'était impressionnant. Mais là, on est sur des produits qui sont vraiment pour des passionnés purs et même passionnés. Enfin, moi, je suis un grand passionné. Bon, dépenser 10 000 euros dans un vidéoprojecteur, j'y réfléchis plus qu'à deux fois. Donc, c'est vraiment pour des environnements assez particuliers. Surtout que là, c'est juste le vidéoprojecteur. Sachant que Oui, derrière, bien il faut La toile, la toile, il faut le système audio. oui, il faut les sources, parce que c'est pareil, hein, avoir un vidéoprojecteur à 25 000 euros, c'est bien, mais envoyer un film depuis un lecteur cassette, ça va piquer les yeux. Donc, non, il faut des sources adaptées, il faut des contenus adaptés. C'est toujours pareil, hein. C'est un peu pareil qu'en télé, même si la télé se veut plus polyvalente. La vidéoprojection est assez précise et rigoureuse. Donc, si on veut pas faire n'importe quoi avec, il faut faire attention dans la structure. Bah, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport... N'achetez pas un vidéoprojecteur, achetez une télé. Alors, ça dépend comment tu fais ton job, parce que moi, mon but, c'est de conseiller des clients, etc. Donc, au fur et à mesure, j'ai mis en place cette méthodologie. Moi, je veux la pièce, je veux les conditions d'utilisation, pour pouvoir justement orienter au mieux vis-à-vis de nous des vidéoprojecteurs qu'on va proposer au catalogue. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis baloë de cachoun et à la prochaine. À bientôt! Tu vas encore me poser une question, je vais pas m'y attendre, je suis sûr. Vas-y, dis-moi tout. Non, c'était pour revenir sur l'histoire des focales. On a longue focale, courte focale. Tu veux recommencer? Ouais. Je voulais revenir sur les technologies, pas les technologies, mais un petit peu Tu quand veux même. recommencer? Je peux le faire 4 ou 5 fois, ça me régale. Quand vous regardez sur des sites internet de calcul de distance, Ces calculations. des calculations, tout à fait, c'est la fin des vacances, on s'en rend compte. Des calculations, oui, bien sûr. Allez, on va recommencer, celle-là, elle était belle.